Je vous remercie. Le droit de mourir dans la dignité, c'est-à-dire dans ce que chacun estime être sa propre dignité, c'est le droit pour tout citoyen de disposer librement de sa vie et de son corps, de sa naissance à la fin de vie. Et depuis 2005, la loi française maintient la question de la fin de vie sous la seule autorité du médecin, faisant fi de la démocratie sanitaire mise en œuvre par la loi de 2002 qui devrait permettre aux patients non seulement d'être parfaitement informés de leur état de santé, mais aussi de décider eux-mêmes des thérapeutiques et parce que c'est une échéance obligatoire pour chacun d'entre nous, des conditions de leur propre fin de vie. Si la loi de 2005, complétée par la loi de 2010, puis renforcée par la loi de 2016, la troisième loi Leonetti donc, reconnaît aux médecins, de manière individuelle ou collégiale, la capacité de définir le moment où un homme ou une femme est arrivé à la fin de sa vie et leur impose le devoir de ne pas se livrer à quelque acharnement thérapeutique que ce soit, la suite donnée à ce constat est confuse et surtout, bien trop souvent, inhumaine. Concrètement, pour un citoyen, trois possibilités se présentent à partir du moment où le constat de la fin de vie est posé, c'est-à-dire au moment où le médecin estime que le patient est au stade terminal d'une maladie incurable, lorsque son pronostic vital est engagé et cette estimation n'est faite que par le médecin. Première possibilité, l'acharnement thérapeutique pourtant proscrit, mais que l'on retrouve bien souvent dans les établissements de santé ou de soins, notamment dans les EHPAD, comme l'a reconnu le rapport parlementaire de messieurs Leonetti et Claes, mais sans en tirer aucune conclusion sur le plan législatif. Un acharnement qui se traduit fréquemment par le recours à des perfusions, voire par la mise en place d'une sonde gastrique sans l'avis du patient, pour obliger la personne en fin de vie qui refuse la cuillère ou qui n'a plus la capacité de s'alimenter elle-même à se nourrir de manière artificielle donc. Et je rappellerai au passage que la personne de confiance qui pourrait poursuivre un établissement pour obstination déraisonnable n'a pas automatiquement accès au dossier médical de son mandant. Deuxième possibilité, les soins palliatifs, pour peu qu'ils existent en nombre suffisant. Aujourd'hui, il y a une inégalité criante entre certaines régions. Vous avez une vingtaine de départements qui ne disposent d'aucune unité de soins palliatifs. Vous avez même un département d'outre-mer qui ne dispose ni de lit de soins palliatifs, ni d'unité de soins palliatifs. Mais quand bien même les soins palliatifs existeraient en nombre suffisant et seraient bien menés, il est des patients pour lesquels ils ne correspondent pas à leurs besoins, leurs désirs ou leur propre sens de leur dignité, ou soit que leurs douleurs sont réfractaires au traitement palliatif de fin de vie, ou soit que leur prise en charge, parfois ressentie à tort ou à raison comme infantilisante, ne correspond pas à leur personnalité et à la vision qu'ils ont de leur propre fin de vie. Je rappellerai simplement un chiffre qui est celui de l'étude Mao d'Édouard Ferrand, qui dit que 61% des demandes d'aide active à mourir exprimées au sein d'unités de soins palliatifs sont réitérées. Dernière possibilité, la sédation, déjà clairement définie par un décret de 2010 permettant le recours à des traitements sédatifs dans le cadre d'un arrêt des traitements curatifs, puis légalisée par la loi de 2016 dans les seuls cas où la mort doit intervenir à brève échéance, selon la Haute Autorité de Santé, quelques heures, voire quelques jours, alors que le patient est déjà en phase agonique, ce qui marque un net recul par rapport au décret de janvier 2010 qui ne fixait pas d'échéance à la survenue de la mort. Il manque clairement un quatrième dispositif qui compléterait cette législation et répondrait à une demande expresse du patient. Il répondrait à une revendication très majoritaire des Français, plus de 8 à 9 Français sur 10 qui se disent favorables à une évolution de la loi et à une légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. Et puis par ailleurs, un dispositif qui permettrait enfin de prendre en charge les patients atteints de maladies neurodégénératives dont le pronostic est toujours fatal et dans lesquels la mort survient lentement, de manière anxiogène et auxquels la loi actuelle n'apporte aucune réponse satisfaisante et qui sont parfois contraints de s'exiler en Belgique ou en Suisse pour mourir dans des conditions qui les maintiennent dans leur dignité. Ce dispositif revendiqué, il s'agit de l'aide active à mourir. Dès lors que le constat de fin de vie est posé, que les médecins reconnaissent que la femme ou l'homme qu'ils ont devant eux est arrivé au bout de son parcours de vie, pourquoi proposer seulement des soins palliatifs qui conduisent parfois à une mort lente, par anéantissement, parfois incomplet de la douleur, quitte à accélérer la survenue de la mort avec le double effet de produits antalgiques? Ou pourquoi ne proposer que la sédation, qui conduit également à la mort, parce que la médecine se retire et que le corps est alors livré à lui-même, déshydraté et dénutri jusqu'à la survenue parfois d'une insuffisance rénale sévère. Mais pourquoi ne jamais proposer une aide active à mourir qui, partant du même constat de l'arrivée
de la fin de la vie permettrait, avec l'administration d'un produit létal, de demander de manière lucide, demander de manière expresse, demander de manière réitérée, de mener à la mort en quelques minutes, sans souffrance, dans un temps et un lieu choisis par le patient lui-même. En Europe, nos voisins néerlandais, belges, luxembourgeois, espagnols, autrichiens, bientôt peut-être portugais et allemands, et d'une manière différente les Suisses, ont fait le choix de cette mort volontaire. Il peut s'agir alors d'une euthanasie, et dans le cadre d'une euthanasie, évidemment, il faudra réfléchir à une clause de conscience pour les soignants qui est indispensable dans le cadre de l'accomplissement d'un acte aussi important et engageant, mais il peut s'agir également d'un suicide assisté sous le contrôle d'un médecin, sur prescription médicale, et pourquoi pas au sein des locaux d'une association agréée, comme il en existe plusieurs en Suisse. L'association pour le droit de mourir dans la dignité que je représente, forte de ses 76 000 adhérents et de son expérience de plus de 40 années de militantisme et d'accompagnement, revendique le droit pour chaque citoyen français de choisir le moment et la manière de finir sa vie. C'est une loi de liberté, d'égalité et de fraternité que nous demandons. Ce pourrait être par le biais d'une euthanasie active ou d'un suicide assisté, mais l'ADMD demande également que l'accès universel à des soins palliatifs de qualité soit enfin une réalité. Ce droit à l'aide active à mourir serait ouvert à ceux et uniquement à ceux qui en font la demande, de manière consciente et réitérée, que ce soit directement ou par l'intermédiaire de directives anticipées opposables et contraignantes. Je vous rappellerai qu'aujourd'hui, elles ne sont toujours pas opposables, ou encore par l'intermédiaire d'une personne de confiance dont la désignation pourra se faire en cascade, ou enfin par l'intermédiaire de la famille hiérarchisée, comme ont su le faire les Belges. Nous avions d'ailleurs proposé à l'époque, en 2016, à Jean Leonetti, plusieurs amendements sur ce sujet qui n'ont pas été retenus. Ce droit ne sera jamais une obligation, ce qui serait une aberration totale en matière sociétale et un fait inédit, pas plus que les femmes n'ont l'obligation d'avorter ou que les hommes ou les femmes n'ont l'obligation de se marier avec un autre homme ou une autre femme, les personnes en fin de vie n'auront aucunement l'obligation de demander une aide active à mourir et c'est la loi qui sera garante de cette liberté. Ce nouveau droit compléterait le champ des possibles en offrant toutes les options en fin de vie et c'est parce que la demande sera faite et confirmée par le patient lui-même, directement ou indirectement, que les dérives seront évitées. J'ajouterai que dans un pays qui détient un record au sein des pays de l'OCDE, le record du taux de suicide des personnes âgées, une telle loi, en favorisant le phénomène bien connu des Belges de la porte de sortie, apaiserait les personnes de grand âge au regard de leurs interrogations sur les conditions de leur propre finitude. En effet, devant les ravages de la maladie associés à la déchéance physique, intellectuelle et psychologique, et redoutant tout acharnement thérapeutique, beaucoup de seniors se suicident de manière violente et traumatisante pour la famille et les proches. Aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en Espagne, pays européens qui ont légalisé l'euthanasie, les dérives n'existent pas, puisque chaque acte d'euthanasie fait l'objet d'un rapport devant une commission nationale. Parfois, quelques actes sont néanmoins rapportés devant les tribunaux afin de faire l'objet d'une enquête, voire d'une procédure, mais je rappellerai simplement qu'en Suisse, après chaque assistance au suicide, la police criminelle est appelée pour constater et le procureur est saisi. Mais dans tous les pays qui pratiquent l'aide active à mourir, le contrôle est total afin d'empêcher les dérives. En revanche, chez nous, en France, où la fin de vie est traitée parfois de manière obscure et clandestine, l'Institut national des études démographiques rapporte de fréquents actes d'euthanasie, illégaux donc. Parce que dans un pays comme le nôtre, une république démocratique, seule la loi est en mesure d'assurer une relative égalité entre chaque citoyen et de prévenir tout risque de dérive, une loi de légalisation de l'aide active à mourir éviterait toutes les dérives, toutes les pratiques clandestines qui existent malheureusement aujourd'hui, et une telle loi renforcerait le lien de confiance qui existe entre les Français et le corps médical. Parce que nous ne pouvons avoir ni vérité, ni certitude sur notre propre fin de vie. Et pour toutes les raisons invoquées en amont, l'ADMD demande qu'une loi française dont elle a rédigé un pré-projet s'inspire de la loi belge de légalisation de l'euthanasie, tout en prévoyant un accès universel aux soins palliatifs.